Je m'appelle Victor. Et si vous avez vous aussi plus de 60 ans, ou si vous vous en approchez, je veux vous parler franchement aujourd'hui. Non pas comme quelqu'un qui essaie de vous vendre quoi que ce soit, et non pas comme quelqu'un qui vous dira ce que vous souhaitez entendre. Ce que je vais partager avec vous maintenant est quelque chose que la plupart des personnes dans votre situation n'entendront jamais. Pas de leurs conseillers en gestion de patrimoine, pas des articles qu'ils lisent en ligne, et certainement pas des personnes autour d'eux qui sont trop polies ou trop mal à l'aise pour être honnêtes. Il existe 3 habitudes, des habitudes silencieuses, invisibles, qui empêchent un nombre significatif de personnes de notre âge d'atteindre la sécurité financière qu'elles ont passé toute leur vie à construire. Ces habitudes ne semblent pas dangereuses. C'est précisément ce qui les rend si destructrices. Elles semblent normales, elles semblent méritées, elles semblent être de la sagesse. Et c'est exactement pourquoi elles sont si efficaces pour drainer les ressources qu'il vous reste. Commençons par la première habitude. C'est celle qui est la plus socialement acceptable, la plus émotionnellement justifiée et la plus silencieusement dévastatrice. Je l'appelle les dépenses de confort méritées. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous la reconnaîtrez très probablement immédiatement. Après 4 ou 5 décennies de travail discipliné, de construction, de sacrifice, de report de la gratification, la plupart des personnes arrivent à la fin de la cinquantaine ou au début de la soixantaine avec un sentiment profond et tout à fait compréhensible qu'elles méritent du confort. Pas nécessairement du luxe, juste le droit d'arrêter de dire non, le droit d'améliorer, le droit d'acheter la meilleure version des choses, de faire le voyage plus coûteux, de manger dans le meilleur restaurant sans calculer le prix, de rénover la cuisine parce qu'on regarde cette cuisine depuis 25 ans et qu'on a mérité le droit de la changer. Il n'y a rien de moralement incorrect dans tout cela. Le problème n'est pas le désir, le problème est la comptabilité. Quand les gens entrent dans ce que j'appelle la phase du confort mérité, ils cessent de suivre le coût cumulatif des petites améliorations. Ils cessent de mesurer par rapport au plan. Chaque décision individuelle semble raisonnable, proportionnelle, justifiée par une vie entière d'efforts. La nouvelle voiture qui coûte 12 000 € de plus que l'alternative pratique, raisonnable. La rénovation de la cuisine qui dépasse le budget initial de 40 000 €, on ne le fait qu'une fois dans sa vie. Le budget de voyage annuel qui double silencieusement parce qu'on a finalement décidé de voyager en classe affaires, parce que pourquoi pas, on ne rajeunit pas, compréhensible. Les abonnements, les adhésions, les services améliorés, les cadeaux pour les personnes qu'on aime qui deviennent progressivement plus généreux parce qu'on peut enfin se permettre d'être généreux. Aucune de ces décisions, prises individuellement, ne ruinera personne. Mais voici ce que le système financier ne vous dira pas, parce que ce n'est pas dans son intérêt de vous le dire, et franchement parce que la plupart des conseillers ne comprennent pas eux-mêmes la mécanique complète de ce qui se passe après 60 ans. Chaque euro que vous dépensez au début de la soixantaine n'est pas un euro. C'est 3, 4, 5 euros, selon votre espérance de vie et vos rendements sur le capital investi. Parce que cet euro, s'il continuait à travailler pour vous dans un portefeuille bien structuré, continuerait à générer des revenus pendant les 20 à 30 prochaines années. Quand quelqu'un à 62 ans dépense 40 000 € pour une rénovation qu'il aurait pu faire pour 25 000, il ne dépense pas 15 000 €. Il dépense, en termes réels, entre 45 et 60 000 € de sécurité future. L'effet composé qui joue contre vous sous la forme de l'inflation et des impôts agit avec la même puissance contre chaque retrait inutile de votre capital accumulé. La correction ici n'est pas l'austérité, c'est la conscience. Avant de prendre toute décision de dépense significative, et j'entends toute décision au-delà d'un seuil que vous vous fixez, que ce soit 5 000 ou 10 000 €,
Calculez le chiffre réel, pas le prix affiché, le coût en valeur future. Demandez-vous ce que ce capital vaudrait dans 10 ans s'il restait investi. Dans 15 ans. La réponse ne vous arrêtera pas toujours de dépenser, mais elle vous donnera des informations honnêtes qui sont la seule base sur laquelle toute décision financière solide peut être prise. Parlons maintenant de la deuxième habitude. Celle-ci est si profondément ancrée dans la sagesse conventionnelle sur la retraite que la remettre en question semble presque imprudente. C'est la sécurité psychologique du cash. Et après 60 ans, elle devient l'une des forces les plus fiablement destructrices de richesse que la plupart des gens rencontreront jamais. Voici ce qui se passe. À mesure que les gens s'approchent et entrent à la retraite, un instinct très naturel et tout à fait humain prend le dessus. Le désir de protéger ce qu'ils ont construit. L'appétit pour la volatilité diminue. L'idée de voir un portefeuille chuter de 15 ou 20% lors d'une correction de marché devient, psychologiquement et émotionnellement, presque intolérable, d'une façon qu'elle ne l'était jamais pendant les années d'accumulation. Pendant les années d'accumulation, une baisse du marché est un inconvénient. Après 60 ans, cela peut sembler une menace existentielle. Et alors les gens font ce qui leur semble sûr. Ils déplacent le capital en liquidité, sur des livrets A, dans des fonds euros d'assurance vie à faible rendement, dans des comptes épargne dont les intérêts couvrent à peine l'inflation déclarée, dans ce qui semble être un coffre verrouillé où rien de mauvais ne peut les atteindre. Cet instinct n'est pas irrationnel, il vient d'un endroit tout à fait légitime. Le problème est que la logique est construite sur une incompréhension de ce que signifie réellement le risque après 60 ans. La plupart des gens définissent le risque comme la possibilité de perdre de l'argent lors d'une baisse du marché. C'est une forme de risque. Mais il existe une autre forme de risque, une qui ne s'annonce pas, une qui n'apparaît pas sous forme de chiffres rouges sur un relevé de compte, une qui est invisible à court terme et catastrophique à long terme. Ce risque est la perte de pouvoir d'achat par l'inflation. Laissez-moi vous expliquer la mécanique de cela clairement, car les médias financiers ne la présentent presque jamais en termes vraiment utiles. Si vous conservez 1 million d'euros sur un livret A ou dans un fonds euro d'assurance vie, rapportant entre 2 et 3% annuellement, et que l'inflation réelle, telle qu'elle est vécue par quelqu'un de notre âge, en tenant compte des coûts de la mutuelle senior dont les tarifs augmentent chaque année, du logement, de l'alimentation et des services, tourne à 4-5% ou plus, vous ne préservez pas votre patrimoine, vous le perdez. Pas de façon dramatique, pas de façon visible, mais avec une certitude mathématique absolue. Chaque année, le pouvoir d'achat de ce million d'euros diminue. Dans 10 ans, selon le différentiel d'inflation, vous pourrez avoir nominalement le même montant, mais pouvoir acheter significativement moins avec. Vous vous appauvrissez. Le chiffre sur votre relevé ne le montre pas, votre style de vie le montrera. Pour nous qui avons plus de 60 ans, le taux d'inflation qui compte n'est pas le chiffre officiel de l'INSEE. C'est le taux d'inflation personnel qui s'applique à nos dépenses réelles. Les complémentaires santé seniors, dont les primes augmentent régulièrement, les médicaments à usage continu, l'entretien de la maison, les coûts qui dominent le budget de quelqu'un dans la soixantaine ont été en inflation à des taux qui dépassent régulièrement l'indice officiel. Conserver de grandes quantités de capital dans des instruments équivalents au cash, au nom de la sécurité, n'est pas une stratégie conservatrice. C'est une façon lente et bien élevée de s'appauvrir. La réponse adéquate à cela n'est pas d'abandonner la prudence ou de prendre des risques inappropriés. C'est de redéfinir ce que signifie le risque.
Un portefeuille avec une diversification appropriée, un qui inclut des actifs ayant historiquement fourni des rendements réels supérieurs à l'inflation sur des périodes prolongées, n'est pas imprudent à 65 ans. Un portefeuille qui reste entièrement dans des instruments à faible rendement pendant que l'inflation érode silencieusement son pouvoir d'achat n'est pas sûr. Il est simplement lent. La séquence des pertes a une importance énorme, et un bon architecte financier vous aidera à structurer des actifs générateurs de revenus de manière à fournir la stabilité de flux de trésorerie dont vous avez besoin à court terme, sans sacrifier la croissance nécessaire pour vous protéger à long terme. Mais la première étape est de cesser de traiter l'apparence de sécurité comme la même chose que la sécurité réelle. Elles ne sont pas la même chose. Elles ne l'ont jamais été. La troisième habitude est à bien des égards la plus psychologiquement complexe, et c'est celle que je trouve le plus constamment présente dans le comportement financier de personnes intelligentes et accomplies de plus de 60 ans. Je l'appelle l'habitude du report, et ce n'est pas de la paresse. Permettez-moi d'être clair là-dessus. Les personnes les plus affectées par cette habitude sont en fait le contraire de paresseuses. Ce sont des personnes réfléchies, prudentes, délibérées, qui comprennent que les décisions financières sont importantes et qui les prennent donc au sérieux. Le problème est que prendre quelque chose au sérieux, dans leur cadre de référence, signifie attendre que les conditions soient exactement les bonnes, jusqu'à avoir rassemblé suffisamment d'informations, jusqu'à ce que l'incertitude qu'ils ressentent actuellement se soit résolue. L'habitude du report est une discipline qui a tourné en paralysie. Voici comment elle se manifeste. Quelqu'un de plus de 60 ans sait, à un certain niveau, que son allocation de portefeuille actuelle n'est plus bien adaptée à sa situation. Il sait que la combinaison d'actifs qu'il a construite pendant la phase d'accumulation doit être restructurée pour la phase de distribution. Il sait que les documents de planification successorale qu'il a rédigés il y a 15 ans sont obsolètes et ne reflètent plus ses souhaits réels ni sa situation familiale réelle. Il sait qu'il a prévu de revoir les bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie et de son PER et que certaines de ces désignations pourraient nommer des personnes ou des circonstances qui n'ont plus de sens. Il sait que la police d'assurance vie pour laquelle il paie des primes depuis des décennies ne sert peut-être plus aucun but financier utile. Il sait tout cela, et il a l'intention de s'en occuper. Il en a l'intention depuis 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Il y a toujours une raison d'attendre. Le marché est volatile en ce moment. Il vaut mieux s'occuper du portefeuille quand les choses se calmeront. Il y a une situation familiale qui rend ce moment difficile pour avoir la conversation sur la planification successorale. Le conseiller en gestion de patrimoine qu'il voulait consulter n'est pas disponible avant le trimestre prochain. L'année fiscale se termine presque, ou vient de commencer, ce qui en fait un mauvais moment pour effectuer des changements. Le marché immobilier est incertain, ce qui signifie que la décision concernant la résidence secondaire doit attendre. Chacune de ces raisons est légitime isolément. Collectivement, elles forment un mur entre l'endroit où se trouve la personne et l'endroit où elle doit être financièrement. Et le temps, qui est déjà la ressource la plus rare que possède toute personne de plus de 60 ans, continue de passer. La raison pour laquelle cette habitude est si insidieuse est que, contrairement aux 2 autres habitudes que j'ai décrites, celle-ci ne produit aucune conséquence négative visible à court terme. Les dépenses de confort méritées apparaissent sur les relevés bancaires. L'érosion inflationniste des portefeuilles lourds en liquidité apparaît, si vous regardez attentivement, dans la baisse du pouvoir d'achat au fil du temps. Mais l'habitude du report est invisible jusqu'à ce qu'elle soit catastrophiquement visible.
La succession qui n'a jamais été mise à jour passe par un processus successoral qui coûte des centaines de milliers d'euros et prend des années. Le portefeuille qui n'a jamais été rééquilibré subit des pertes lors d'un événement de marché qu'une structure adaptée au risque aurait substantiellement atténué. Les polices d'assurance qui n'ont jamais été révisées continuent d'extraire des primes pour des couvertures qui ne servent plus à rien. Les bénéficiaires qui n'ont jamais été corrigés dirigent les actifs vers les mauvaises personnes ou créent des conséquences fiscales qui auraient pu être entièrement évitées avec un après-midi d'attention. Je veux vous donner un cadre pour briser cette habitude, parce que la solution est plus simple que la plupart des gens ne l'espèrent. L'habitude du report survit à la prémisse qu'une décision non encore prise est une décision maintenue en réserve, que l'option de décider correctement existe encore et sera exercée à un moment futur. Cette prémisse est fausse. Une décision non prise est elle-même une décision. C'est la décision de continuer avec ce qu'est le défaut. Et après 60 ans, le défaut dans la plupart des questions de planification financière et successorale n'est presque jamais en votre faveur. Le défaut est établi au profit des institutions financières, des autorités fiscales et des processus juridiques, pas pour vous et pas pour les personnes que vous souhaitez protéger. La correction consiste à traiter l'architecture financière comme une obligation récurrente et non comme un projet ponctuel. Établissez un calendrier fixe. Tous les 6 mois, asseyez-vous avec celui qui vous aide à gérer ces questions et effectuez une revue. Pas une mise à jour, une revue. Chaque document, chaque allocation, chaque bénéficiaire, chaque police d'assurance, chaque hypothèse intégrée à votre plan financier. Si quelque chose doit changer, changez-le ce jour-là. Pas quand le marché se sera stabilisé, pas après que la situation familiale se sera résolue, pas au prochain trimestre. Le coût d'agir avec des informations imparfaites est presque toujours inférieur au coût d'attendre des informations parfaites qui n'arriveront jamais. Il existe une vérité plus profonde qui relie ces 3 habitudes, et je veux vous la laisser parce que je pense que c'est la chose la plus importante que je puisse dire. Les 3 habitudes, les dépenses de confort méritées, le refuge psychologique des liquidités et la paralysie du report perpétuel, partagent une racine commune. Elles sont toutes des réponses à la même réalité sous-jacente, à savoir qu'après 60 ans, la relation avec le temps change fondamentalement. Pendant les années d'accumulation, le temps est un actif. Chaque année d'épargne disciplinée et d'investissement s'ajoute à ce que vous construisez. L'avenir est un compte qui grandit, plus longtemps vous le laissez seul. Après 60 ans, cette dynamique s'inverse. Le temps n'est plus un actif qui travaille automatiquement pour vous. C'est une ressource qui doit être gérée activement, parce que dans son état naturel, sans intervention délibérée, elle tend à travailler contre la position financière de quelqu'un en phase de distribution. Les personnes que j'ai observées qui ont genuinement protégé et fait croître leur patrimoine après 60 ans partagent toute une caractéristique qui les distingue de celles qui ne l'ont pas fait. Elles ont pris une décision à un moment donné de traiter la gestion de leur vie financière après 60 ans comme une discipline différente de la gestion de leur vie financière avant 60 ans. Elles n'ont pas apporté les habitudes des années d'accumulation dans les années de distribution en espérant qu'elles fonctionneraient. Elles ont accepté que la sagesse financière conventionnelle, conçue pour des personnes dans la trentaine et la quarantaine, ne s'applique pas directement aux réalités des personnes dans la soixantaine et la soixante-dizaine. Et elles ont agi sur la base de cette compréhension, de manière cohérente, sans report, sans l'illusion de confort des liquidités et sans utiliser la récompense méritée comme justification de l'imprécision financière.
c'est l'exigence. Elle n'est pas facile, mais c'est la seule exigence qui protège réellement ce que vous avez passé une vie à construire. Et le moment de commencer à la respecter n'est pas quand les conditions s'amélioreront. C'est maintenant, avec les informations que vous avez déjà, dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez déjà. Les habitudes silencieuses qui ont travaillé contre vous n'attendent pas un moment opportun pour s'arrêter. Vous non plus.